Bonjour et bienvenue à l'espace conférence des journées durabilité de l'EPFL. Je m'appelle Julie Vince, je suis journaliste et productrice pour les podcasts Société et Culture à la RTS et je suis très heureuse de vous accompagner tout au long de cette troisième journée des journées durabilité qui vous propose une foule d'activités ici au Rolex Learning Center pour réfléchir ensemble à comment innover et agir pour un futur durable. Alors je vous dis jusqu'à ce soir parce que oui, je vous encourage à rester toute la journée avec nous. Vous repartirez avec une tonne de bons plans en poche. À midi, vous pourrez apprendre à limiter l'entrée du rayonnement thermique dans votre logement pour limiter les besoins en climatisation. À 12h45, un café scientifique vous propose une petite conversation avec Florent Breider, directeur du laboratoire central environnemental de l'EPFL, autour du plastique omniprésent dans l'environnement et les réponses durables qu'on peut y apporter aujourd'hui. Et à 13h30, pour vous dégourdir les jambes, je vous recommande la visite guidée immersive des coulisses durables du campus. Pendant 1 heure, vous découvrirez les actions concrètes de l'EPFL en matière de climat, biodiversité, mobilité, énergie, circularité et inclusion. Vous retrouverez toutes les infos sur ce super programme sur le site www.journée-durabilité.epfl.ch. Mais avant ça, je vous propose qu'on se plonge ensemble dans notre première conférence du jour sur le thème « Le climat dans un monde plus chaud et post-fossile, où les pôles, les déserts et les forêts sont sans dessus-dessous ». Et pour nous immerger dans la thématique, nous allons tout d'abord regarder un film qui met en lumière des recherches climatiques passionnantes menées par plusieurs laboratoires de l'EPFL, tels que le laboratoire des processus atmosphériques et leurs impacts, le laboratoire de télédétection environnementale ou encore le laboratoire de recherche sur les environnements extrêmes. Ensuite, nous accueillerons un invité pour une présentation d'une vingtaine de minutes, puis un second invité pour lancer la discussion avec vous. Donc n'hésitez pas à noter toutes vos questions pendant le film, pendant les présentations, dans un coin de votre tête ou dans votre téléphone, que vous pouvez d'ailleurs mettre sous mode silencieux si ce n'est pas encore fait. Alors c'est parti pour le film, nous on se retrouve dans 25 minutes. À tout à l'heure. The bad news that aerosol cloud interactions is one of the largest barriers that we have in projecting or predicting future climate. And this is very important when it comes to policy making, because you need to see how effective your potential politics or emission reductions or mitigation adaptations options may hold in different future scenarios. The thing that as a society we're trying to address is carbon emissions. Now, why do we have to reduce carbon emissions? Because that causes global warming. To be able to say that we have a good climate policy, we have to address that aerosol cloud problem, so we can know with better certainty how much carbon we have to reduce. So we work at both the weather forecasting and climate prediction scale. Humans use these models to make decisions. We decide what we're going to do tomorrow if we know there's going to be an extreme event. We decide what we're going to do in 5 years by building a bridge when we know the extremes in climate that bridge is going to have to withstand. So in both cases, we're actually making improved weather predictions and improved climate projections that are going to directly impact how we decide what we do in Europe and beyond. These are very complex phenomena, so you need very, very different expertise from experimentalists, remote sensing scientists, modelers at different scales. So without these collaborations, it's impossible to tackle such a complex phenomenon like aerosol cloud interactions and their effects upon climate. So Thanos' role is very important because he has a huge overview over everything. And that includes modeling as well as parameterizations as well as observation. That is really a perfect person for this coordination. We definitely think that the joint work between us, Clean Cloud, and our partner project from ESA, AirSense, provides a step change in understanding via major investment in the roles of aerosols and clouds in climate and weather. This involves leveraging an investment in a major new satellite initiative called EarthCare, which we can now begin to use to improve our models at all scales. It's the perfect time to reduce this uncertainty, and that's what this investment is, a step change in what we can actually provide to society in terms of the role of aerosols and clouds
clouds and weather and climate. In the past, consortia would not actually talk together too much when they were doing their stuff, even though thematically they were in the same area. It turns out there's a tremendous amount of things we can do together that we couldn't do really by our own. So we said, let's try to combine our efforts. Let's focus on things to avoid too much duplication, and at the same time have the right synergy to work on this low-hanging fruit to address all these uncertainties. And I think it's a great effort. It's already giving important things. And as it turns out, there are people in the other consortia that you want to work with anyways, because they're such awesome scientists and you get along well. So it's another opportunity to have even more fun while you're working on something so important. We're now at the top of Mount Helmos at the Hack Station. This is a high altitude station, one of the 6 sites that Chopin has. We are here because essentially it's at the peak, one of the highest peaks of Greece. All we have to do is sit at the top of this mountain, measure the clouds, measure the particles, and see how clouds respond to the changing particle types. And this information is exactly what we need to put into the climate models so they can predict a better and more accurately the future that's awaiting us as we go to this, what we call post-fossil future. And this is exactly at the heart of the Chopin campaign, trying to understand which aspects of the clouds will actually prevail in a changing climate and why particles actually are important for clouds in the future climate. Hello, my name is Lionel Farr. I'm working at the EPFL, ERL, Extreme Environment Research Lab, and I'm working with Tested Balloon. Hi, I'm Michael Leonardi. I work at ERL, the Extreme Environments Research Laboratory. The maiden voyage in Chopin. Where is he?
2, 1, Κώστου. Μια χαρά, wow. Hop. It's the first time this has happened to us. During Chopin, we also have a bunch of instruments that are at the low altitude stations. This is MXPO. It's our X-band radar, so it's operating at 9.4 gigahertz, and currently it's doing one of the 4 different scans that it's programmed to do continuously. And this is Mira, which is a cloud radar operating at 35 gigahertz, which is also a scanning dual polarized radar, just like MXPO. This is a wind Doppler LiDAR made by Halo Photonics. Based on the information that we get that comes back, we can actually see what types of particles there are, what kinds of clouds are around, if they have ice, everything that the clouds are doing and how they're responding to particles from far away. We call that remote sensing. Because we have so much information that actually directly samples the clouds and the particles, we use this to help improve the ways of interpreting the data we get from this remote sensing. And that way Chopin actually will help improve the algorithms that we use to sample clouds globally with satellites. My name is Marlena Gidarakou, and currently I'm a PhD student in the National Technical University of Athens under the supervision of Professor Alexis Sovagiannis. Η πειραματική εκστρατεία στηρίζεται στην συνέργεια επιτόπιων μετρήσεων αλλά και μετρήσεων μέσω τηλεεπισκόπησης laser, δηλαδή της τεχνικής LiDAR. It's actually a technique, comes from light detection and ranging. Η τεχνική LiDAR επιτρέπει λοιπόν, εκτός από το χαρακτηρισμό των αερίων μαζών και των αεροσωματιδίων τα οποία προέρχονται από τις διάφορες πηγές ρύπανσης και την τομογραφία της ατμόσφαιρας με αποτέλεσμα να δίνουμε πληροφορίες για την σύσταση των σωματιδίων όπως επίσης και την πρόγνωση για την παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Γεια σας, είμαι ο Κώστας Ελευθεριάδης, ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος. Ο σταθμός αυτός μετρήσεων ατμοσφαιρικών παραμέτρων είναι μοναδικός στο είδος του στον ελληνικό χώρο. Τις μετρήσεις αυτές τις χρησιμοποιούμε για να καταλάβουμε πώς ο άνθρωπος επηρεάζει συνολικά το περιβάλλον στην περιοχή μας και να συμβουλεύσουμε την πολιτεία για μέτρα που μπορούν να πάρθουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. My name is Olga Zografou and I recently completed my PhD studies during this campaign, and I'm here as part of the Democritos group that owns the Helmos High Altitude Station HAC. My name is Romanos Foskinis. I'm a postdoc researcher at the EPFL and I'm here to operate a synergy of remote and in-situ instrumentation. Εργάζομαι στο Δημόκριτο και είμαι από τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτό το σταθμό από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε να φτιάχνεται. Οι μετρήσεις που κάνει είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Hello, I am Giorgos Theodoropoulos. I am an environmental engineer. I'm Carolina Molina. I'm part of LAPI from Ford. We have transformed this other room into a lab.
Ήρθα εδώ πέρα στο βουνό, στα Καλάβρητα, στο Χελμό, για την καμπάνια του Clean Cloud Chopin. We're collecting again samples for bioaerosols and IMPs with the wet cyclones to have another view from spring here in Monk. Σοφία, πώς σου φαίνεται μέχρι τώρα? Πάρα πολύ ωραία και ομάδα φανταστική. Ονομάζομαι Σαμαρτζοπούλου Ρούλα, είμαι ιδιοκτήτρια του Ξενώνα Έναστρων που φιλοξενεί την καμπάνια Chopin. Έχω γνωρίσει καταπληκτικούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν χιούμορ, ζουν στο δικό τους κόσμο, με έχουν αφήσει άφωνη. Όντως κάνουν μια πολύ σοβαρή δουλειά, μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Φτάνουν στα 2.300 μέτρα με οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες. Και μπράβο τους. Πολλά συγχαρητήρια. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι έτοιμη να τους ξαναφιλοξενήσω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Cool, awesome. Clouds are a key component of the atmosphere. Because clouds are so elusive, they appear everywhere, they come and go so frequently, it is really hard to describe them exactly, but we have to really capture them because they have such an important impact on climate. Many times when I talk to people about piano, they think about the instrument. But actually, piano in our case means essentially an experiment that has to do with how particles in the atmosphere, when they're emitted from various natural sources, can affect cloud formation, precipitation, and climate. In the piano campaign, we actually do this in the laboratory. So it's quite actually a remarkable thing to be able to have a source that's characteristic of, say, a whole ocean or a whole desert or maybe a whole forest, and be able to generate the particles that are like that and put them in the lab inside of a bag that represents the atmosphere and essentially see how those particles evolve over time. So the piano experiments are supposed to last for 2 months, 1 month in Aarhus, basically, and 1 month here in Patras. We are now at the Department of Chemistry at Aarhus University, where we have our atmospheric simulation chamber, where the whole Piano at Aarhus campaign is taking place. My name is Emil Mark Iversen. My name is Clément Dubois. I am Eva Kjærgaard from Aarhus University. My name is Andreas Paul. My name is Lotte Thomsen. I'm a professor here at Department of Chemistry at Aarhus University, and I'm also director of Center for Chemistry of Clouds. I work here at Aarhus University as a laboratory technician. I'm a postdoc here at Aarhus University, and I'm working with Merete Bilde. I'm a postdoc at Aarhus University, working with Merete Bilde on aerosols. And I'm a PhD student. I'm a co-PI in Clean Cloud, and in particular, I'm involved in the Piano campaign, which is a campaign where we do experiments in laboratory chambers, both here and in Greece. The Piano campaign is all about investigating how clouds will be affected by acidification processes in the atmosphere. What we're doing can maybe reveal how these particles affect climate change. I think it's a very interesting campaign, and we have so many aspects to this. I think all research into the atmospheric chemistry and clouds is super important for future climate modeling and also policy making in the future. So I hope very much that the results from this campaign will be feed into models that will help us improve our understanding of current and future climate. I'm Johanna
Horschler, and I'm a postdoc at Aarhus University. Here in Patras, I came with the Egor Sea Spray tank, so I'm showing people here how to operate and run the Egor Sea Spray tank. Το όνομά μου είναι Χρήστος Μίτσιος. Είμαι ο Ρωμανός Φωσκίνης. Είμαι ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος. Hi, I'm Jin Zhang. Είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας της Πάτρας. Είμαι μεταδοκτορικός ερευνητής στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Λοζάνης. Και είμαι διδακτορικός φοιτητής του εργαστηρίου Lapi Forth. My affiliation is EPFL in Switzerland. Εδώ θα μπορέσουμε να δούμε τις ιδιότητες της σκόνης και του θαλασσινού νερού με πάρα πολλά όργανα τα οποία έχουμε μαζέψει εδώ από πολλά εργαστήρια του κόσμου. Αρχικά ήρθα για να εγκαταστήσουμε, να βοηθήσω τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας να εγκαταστήσουμε το θάλαμο και τα όργανα. What I do for the piano campaign is to measure the particle and gas phase organic and inorganic compound. Η μπλοκή μου στο κομμάτι αυτό είναι ως προς το acidification process της όλης διεργασίας που σχετίζεται είτε με το sea salt είτε με σκόνη. My name is Carolina Molina. I'm a postdoctoral researcher at Lapi Forth. For the campaign, I was helping to coordinate experiments, taking care of the chamber, of injecting the things on time. We have a chamber that's basically a tank, a bubble tank as we call it, and we fill it up with seawater, and you put bubbles, you aerate it, and you simulate essentially the process of wave breaking, and whenever you have splashing and the bubbles generated burst, they make small particles, and we then put inside this chamber to characterize how many of them are around, how big they are, how much sodium chloride, sea salt, and how much other stuff may be there, and effectively their ability to interact with acids that may exist in the air and age them. Piano is focusing on the ability to change clouds, but since we're getting so much data and so many samples, we also look at other aspects that are really important. One aspect is toxicity and impact on health. Another aspect is to see how easily these particles, especially if they've been acidified and aged, can contribute nutrients to ecosystems. These are added benefits of the piano experiments. And so for sure, we're going to have a tremendous amount of information that would be important, not only for the climate models, but also for the ecosystem models and for health. And we have a lot of things that we're going to get from these experiments. We have a little device, we call it a shaker basically, and you put a sample of soil from different places in the world, and then you blow air through it and it makes a little cyclone, and that dust is suspended. The particles kind of hit with each other, and some of them go out of the shaker, and then we just blow them into the chamber. One of the biggest hardships we have to face for this campaign was the fires. The wildfires we experienced here in Patra. It was very difficult because safety is always first, and we had to run away while we were doing experiments, but at the same time we couldn't leave immediately. We needed to make sure the instruments were relatively safe. The instruments enable the people to do the things that they want to accomplish. But in the end, I guess the people are really important because they come up with the ideas. Ξεκίνησε. Οπότε τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Κάνουμε το παύλι. Όλα καλά με το Vine, τα καλά με τα υπόλοιπα. We have a hurricane next to the chamber. Το αεροπλάνο πότε απογειώνεται? Η δουλειά μας είναι να γίνει αυτό το πείραμα. Στείλουμε την εγκατάσταση, στείλουμε το θάλαμο, προσπαθούμε να κάνουμε όλα τα όργανα να δουλέψουν και να μειώσουμε όσο γίνεται τα προβλήματα που εμφανίζονται. Some instruments were supposed to come, they didn't come. Some other instruments we had, they weren't working. Many people may think that's difficult and stressful, and to some degree it is. But actually, this is the beauty of doing these things. Especially if you do something that has never been done before, you go in knowing that things will never work out, at least perfectly. You just hope that if you put things together and you have the right kind of people that really care about the experiment and try to help each other and support each other, that things actually will work out. Είναι πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα ένα τέτοιο πείραμα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ πρωτοποριακά. So yeah, a lot of things don't work out, but in the end they kind of find a way of working out in a much better way that you could ever imagine, actually.
The similarities between music and arts in general in science are many. They take very many years of devotion. They take a lot of structure, a lot of education, a lot of studying, a lot of pensive reflections. Very often you need to try the same thing over and over and over again to get it right, just like art is beauty. Science, beautiful science, has a certain elegance and beauty that is very hard to resist. Όταν ακούω τη φράση piano campaign, μιας και βρισκόμαστε στο Ρίο της Πάτρας, θα άκουγα τους ήχους της θάλασσας. It would probably be like a wave breaking, like. So I think after the campaign here, it will make me think of walking along the coast and breaking waves. When you say piano, I really think about the sound of the waves, because probably we started planning this campaign over the sea salt or the marine aerosols, and that kind of gives me that connection. I will say two things. It's a positive and a negative. It's the sound of the people sighing when the instrument fails or something doesn't work, but at the same time, it's the happiness when the instrument starts working again and the person is like, the people is like, finally. Αν ρωτήσεις τον Θάνο, θα σου πει ότι του έρχονται οι μελωδίες από το πιάνο που παίζει και συνθέτει για αυτή την καμπάνια. Αν ρωτήσεις εμένα, θα σου πω ότι μου έρχονται οι ατρίες φεύγονται από πίσω σου. Και εδώ σας παρουσιάζω τον ήχο και τη μελωδία που μου έρχεται στα αυτιά όταν ακούω τη σχέση με το piano campaign. Mostly the lap sounds of the turbo pumps just going like all the times is probably the main thing I think about. Όταν ακούω πιάνο, ανεξάρτητα θα είναι η καμπάνια ή όχι, ακούω πάντα σκέφτομαι ένα... When I heard piano as the name of the campaign, I think of those videos Tano sent in the group chat of him playing the piano. We are the champions, my friend. Think about classical music because there's so many notes to it, and I guess that's also what we have here in the campaign. We have so many notes we are playing on and try to get the bigger picture. No, we didn't fix the YMCA. Ça y est, on est tout confus avec la notion de piano. Là, je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais plus trop ce que c'est. Mais le professeur Nénès, d'ailleurs, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, ça y est. Ah, ça y est, il est là, voilà. Qui est là, oui, qu'on peut applaudir.
Et qui sera aussi là tout à l'heure à la fin de la conférence si vous avez envie d'aller éclaircir cette notion de piano musical ou pas. Avec lui, il sera là et à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en anglais de préférence. Voilà, j'espère que la projection vous a plu et que vous avez déjà tout plein de questions sur le sujet. Avant de passer à notre session Q&A, je vous propose qu'on accueille un nouvel invité pour comprendre pourquoi il est fondamental aujourd'hui, et on l'a vu un peu dans la première vidéo, de se préoccuper des pôles. Professeur à l'EPFL et directeur de recherche au CNRS, ancien directeur de l'Institut polaire français, il a consacré sa carrière à comprendre l'évolution des gaz à effet de serre grâce aux carottes de glace. Et il compte bien permettre aux prochaines générations de scientifiques de faire la même chose, puisqu'il est co-initiateur de Ice Memory Initiative, qui vise à créer un patrimoine mondial de carottes de glace extraites des glaciers en voie de disparition. 2 carottes sont déjà stockées dans ce congélateur naturel qu'est l'Antarctique, issu du glacier, dont une est issue du glacier suisse du Grand Combat, c'est au-dessus du col du Grand Saint-Bernard. Alors avec 19 expéditions en Arctique et en Antarctique dans les pattes, il a régulièrement nourri les rapports du GIEC avec ses travaux. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Jérôme Chapelaz. Merci pour cette introduction. Merci à vous tous d'être ici. On va parler pendant les 20 minutes qui suivent des pôles. Et je vais débuter par un petit quiz dans cette salle. Qui parmi vous s'est déjà rendu dans les régions polaires? Levez juste la main. On en a quelques-uns. Eh bien, écoutez, je vous en prie, venez prendre place pour la suite. Je vous propose une autre question. Qui a eu le privilège, parmi ceux qui se sont rendus dans ces environnements, de voir un ours polaire dans son habitat? Je n'en vois pas. Tant mieux, parce que si vous étiez aussi près que le photographe, je pense que vous auriez mal terminé. Cette photo-ci est assez illustrative du risque que l'on prend avec ce type d'animal. Peu d'entre nous, voire aucun d'entre nous, parmi les humains, ont eu la chance de voir les pôles de cette façon-là. C'est ce que des images satellites nous permettent de reconstruire. Vous avez à gauche le continent antarctique, le pôle sud, et à droite le pôle nord, avec une bonne partie de l'hémisphère nord. Et vous voyez la succession des saisons. Vous voyez cette espèce de rythmicité, ce qui se passe au pôle nord et au pôle sud. Et c'est quoi cette rythmicité? Eh bien, ce sont des choses qui sont fixes. Vous voyez la masse de glace du Groenland, vous voyez la masse de glace de l'Antarctique, et autour, vous voyez une glace de mer qui se fait et qui se défait. L'Arctique, c'est un océan qui est couvert de glace, qui va geler en hiver et qui va fondre en été. Et l'Antarctique, de la même façon, est entouré d'un océan qui est l'océan austral, autour duquel on a pratiquement un doublement de la surface du continent antarctique quand on est pendant l'hiver austral. Donc on déduit aisément de ces images satellites que les pôles, ce sont les royaumes de la cryosphère. Et étant les royaumes de la cryosphère, ils sont importants pour nous. Ils sont importants tout d'abord parce qu'ils sont des sortes de régulateurs du climat. Les pôles, à travers le glacier, à travers la glace de mer, à travers la neige, que l'on a vu également, qui couvre une bonne partie de l'hémisphère nord pendant l'hiver, ont cette propriété de réfléchir l'énergie solaire. L'énergie qui arrive à la surface touche une surface blanche qui va remettre une grande partie de cette énergie vers l'espace. Et ça, c'est un régulateur du climat. C'est une façon d'éviter que trop d'énergie rentre à la surface de la planète. On conçoit bien que quand cette surface blanche est remplacée par une surface plutôt obscure, comme par exemple de l'océan, qui va remplacer la glace de mer dans l'océan Arctique quand elle disparaît, l'océan vu de l'espace, il est pratiquement noir. Et à ce moment-là, l'énergie solaire va être absorbée par la surface de la Terre et ça va changer cet échange d'énergie entre le Soleil et la Terre. Ça va affecter le climat. Vous avez pu le voir à travers l'illustration de Clean Cloud et des programmes de Thanos Nennes. Les régions arctiques sont très importantes aussi pour l'atmosphère, autour en particulier de la problématique des nuages. Les brouillards arctiques font partie de cette problématique. On a une chimie très particulière qui se met en place là-bas. Tout le monde a entendu parler du trou d'ozone. Le trou d'ozone se produit pendant le printemps
de l'hémisphère sud, aux très hautes altitudes, on est à plus de 15 ou 20 km d'altitude, et affectent très fortement les flux d'énergie ultraviolet qui atteignent la surface. Les océans que l'on trouve dans les régions polaires sont particulièrement importants parce qu'en fait, ils vont contrôler en grande partie ce qu'on appelle la circulation océanique globale. Il y a de la formation de ce qu'on appelle des eaux profondes dans ces océans qui vont ensuite s'écouler dans les profondeurs de l'océan et transporter l'énergie, transporter le carbone, transporter des éléments divers. Les pôles, ce n'est pas que des océans, c'est également des terres, notamment dans l'hémisphère nord, et ces terres ont la particularité d'être très très riches en matière organique. Cette matière organique s'est accumulée dans les sols pendant des milliers, des dizaines et des centaines de milliers d'années, et aujourd'hui, un des enjeux pour nous, c'est qu'avec la fonte de ces sols gelés qui contiennent de la matière organique, cette matière organique qui pouvait être stockée pendant des millénaires va commencer à se décomposer. Et quand elle se décompose, elle produit du gaz carbonique ou elle produit du méthane, qui sont deux gaz à effet de serre qui viennent amplifier le réchauffement climatique. Les pôles sont très importants pour le niveau des mers. Vous voyez la surface de l'Antarctique? C'est 25 fois la surface de la France. Et ces 25 fois la surface de la France sont recouverts en moyenne de 2 km d'épaisseur de glace. Le Groenland est plus petit, mais il a, à son maximum d'épaisseur, plus de 3 km d'épaisseur de glace. Donc c'est d'énormes quantités d'eau douce qui sont actuellement accumulées à la surface d'une zone terrestre et qui peuvent aller vers l'océan et donc contribuer à l'élévation du niveau des mers. Tout ça, c'est un peu le monde physique, mais il y a également un monde biologique au pôle. On va y trouver des espèces spécifiques, des espèces qui se sont développées pour s'adapter à cet environnement-là. Elles constituent quelque part des ressources. Elles constituent aussi un trésor qu'on est encore en train de découvrir, notamment en matière de contenu génomique. On peut déduire de ces espèces des molécules qui vont nous permettre de gérer prochainement d'autres traitements médicaux, potentiellement imaginer des antibiotiques, compte tenu du fait qu'on a de plus en plus de difficultés à gérer cette question de la résistance aux antibiotiques. Donc on a une espèce de trésor qu'on continue à découvrir, que les biologistes découvrent au fur et à mesure de l'exploration de ces pôles. Et puis ça a été mentionné dans l'introduction, c'est une mémoire planétaire, parce que cette glace qui s'est accumulée en Antarctique ou au Groenland, en fait, ce sont des successions de couches de neige, année après année, et quand on carotte à travers ce glacier, qui peut faire jusqu'à 3 ou 4 km d'épaisseur, on va remonter de la neige qui s'est formée il y a des centaines de milliers d'années. Et l'analyse de son contenu va nous raconter l'histoire de la planète. Donc vous l'avez compris, les pôles, c'est un royaume de la cryosphère et c'est un royaume des scientifiques qui y travaillent sous différents aspects. Pour les sciences de la Terre, on a eu l'illustration avec le film de Thanos. Vous avez ici la photo d'un autre lidar, le rayon vert, qui permet de caractériser les nuages et la composition de l'atmosphère, à la station française Dumont d'Urville, qui est sur le continent antarctique, sur la côte antarctique. Et ce lidar fonctionne depuis plusieurs années et fait partie des très rares installations qui nous permettent d'avoir de l'information sur l'atmosphère au-dessus de ce grand continent blanc. Ce ne sont pas seulement des sciences de la Terre, ce n'est pas seulement de la biologie, mais également ce sont des sciences humaines, des sciences des humanités. Il faut savoir qu'en Arctique, on a 4 millions de personnes qui vivent au nord du cercle arctique, et parmi eux, plusieurs centaines de milliers de populations autochtones, qui depuis des milliers d'années se sont installées là-bas et se sont adaptées à cet environnement. Et c'est un sujet d'étude quelque part, et puis de plus en plus, ce sont des personnes qui contribuent à la science, parce qu'elles ont un savoir différent d'une autre, complémentaire d'une autre. Et puis l'ingénierie, on est à l'école polytechnique. Il y a des défis majeurs pour les ingénieurs pour travailler là-bas, non seulement pour répondre à des questions scientifiques, mais même sur la façon dont on va travailler là-bas. Alors, je ne vais pas vous passer un panorama, on n'aura pas le temps de l'ensemble des questions scientifiques qui se posent au pôle. Je vais focaliser sur quelques-unes qui me semblent particulièrement importantes. Et la première d'entre elles, quel est le futur niveau des mers à l'horizon du XXIe siècle et au-delà? Et en fait, la question du niveau des mers, c'est une question de transfert d'eau douce qui est gelée sur les sols, sur les continents, et qui va aller vers les océans. Et c'est ainsi que les océans vont s'élever, en plus du fait que les océans sont de plus en plus chauds, et donc par dilatation thermique vont occuper de plus en plus d'espace. Et là, vous avez ce tout petit cube-là, dans le coin à droite, c'est la quantité de neige que l'on retrouve en moyenne à la surface de la Terre. Vous voyez, c'est environ 1 millier de kilomètres cubes. Ça, c'est la neige. Ça, ce sont les glaciers hors le Groenland et l'Antarctique. On arrive à environ 100 000 km3. Les glaciers de montagne, les glaciers du Valais, etc.
Ça, ce sont les glaciers de l'Arctique, les grandes calottes de glace de l'Arctique et surtout le Groenland. Là, on arrive à 3 millions de kilomètres cubes. Et on termine avec l'Antarctique. L'Antarctique, c'est 30 millions de kilomètres cubes. C'est une quantité de glace absolument monstrueuse. C'est 70%, 70% de l'eau douce sur Terre. Et si on regarde ce continent antarctique, encore une fois 25 fois la France, et qu'on le coupe en tranches, voilà à quoi ça ressemble. En fait, on a une épaisseur de glace. Les zones rouges, ce sont les zones où on a la plus grande épaisseur de glace. Elle peut atteindre 4 km. 4 km de glace sur ce continent. Et si on devait faire fondre toute cette glace en une seule fois, l'ensemble du niveau des mers sur Terre augmenterait de 60 mètres. On sait que ça s'est produit dans le passé, au moins pour partie, et le risque pour nous, c'est qu'effectivement, ça se produise à nouveau. Et il y a notamment 2 glaciers qui sont vraiment, on les appelle les glaciers de l'Apocalypse, un nom pas très agréable à prononcer, mais toujours est-il que c'est la réalité, c'est le glacier de Thwaites et le glacier de Pine Island, situés en Antarctique de l'Ouest, dans le secteur pacifique de l'Antarctique. Là, les Américains et les Anglais l'étudient depuis très longtemps, et on est en train de se rendre compte que ces 2 glaciers sont en train de partir. Et ils vont contribuer environ 3 mètres d'élévation du niveau des mers pendant les prochains siècles. Le Groenland, c'est un petit peu moins, mais c'est quand même pas négligeable, c'est 7 mètres de potentiel de niveau des mers. Et quand on regarde les estimations des Nations Unies, à l'horizon de 2050, on estime qu'environ 1 milliard d'individus vivront près des côtes, donc seront directement impactés par ces aspects-là. Alors quand on vit en Suisse, on ne se préoccupe pas trop du niveau des mers, on est loin du bord de mer, tant mieux. Mais je pense qu'un effet indirect qui va arriver un jour ou l'autre en Suisse, c'est tout simplement la migration climatique. Les gens ne vont pas rester dans des environnements qui deviennent trop salins, où leur agriculture ne devient plus productive, où des tempêtes hivernales, par exemple, font qu'il y a des immersions majeures de la côte. Ils vont bouger. Tout humain bouge pour trouver des conditions satisfaisantes pour sa vie. Donc la Suisse, à un moment ou à un autre, sera exposée à cet effet indirect de l'élévation du niveau des mers. Si on rentre un peu plus dans le détail, finalement, pourquoi on n'est pas sûr de quel niveau l'élévation du niveau des mers se produira dans les prochaines décennies? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a encore des processus que l'on n'a pas compris et qu'il faut étudier. On a encore besoin de la science. Et là, je l'illustre avec cette vision à nouveau du continent antarctique qui est entouré d'un océan. Cet océan peut faire plus de 4 km de profondeur. Et ce qui est représenté en jaune, ce sont des eaux chaudes et plutôt en bleu, des eaux plutôt froides. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des eaux chaudes arrivent de plus en plus autour du continent antarctique. Et une particularité de ces eaux chaudes, c'est qu'elles arrivent en dessous de ce qu'on appelle des plateformes de glace flottantes. Là, vous avez une coupe du glacier. Vous voyez le glacier qui est posé sur le socle rocheux à droite. Et à gauche, c'est la partie du glacier qui va aller flotter sur l'océan. C'est ce qu'on appelle les plateformes de glace flottantes. Et ces plateformes sont en contact direct avec ces eaux chaudes qui arrivent aujourd'hui autour du continent antarctique. Et là se passe un processus particulier, c'est qu'évidemment la glace va s'usiner, va fondre par sa base, et au bout d'un moment, la plateforme de glace n'est plus stable, elle va rompre. Et il se trouve qu'elle a un rôle particulier, elle joue comme un bouchon d'une bouteille de champagne. Quand cette plateforme n'est plus là, le glacier qui est posé sur le continent va s'écouler. Et là, on a l'effet d'augmentation du niveau des mers, sachant que la plateforme, quand elle flotte déjà sur l'eau, quand elle fond, elle n'a pas d'effet sur le niveau des mers. Si vous mettez un glaçon dans votre verre, que le glaçon fond, le niveau de l'eau ne va pas changer. C'est pareil avec une plateforme de glace. Donc on a besoin de comprendre les processus, ces interactions qui se produisent entre les plateformes de glace flottantes et puis l'océan. Mais c'est très difficile d'y s'y rendre, comme vous imaginez. On a des observations depuis l'espace, grâce à des satellites, qui nous permettent de mesurer la masse de glace qui repose au-dessus du continent antarctique et au-dessus du Groenland au cours du temps. Et ce que vous voyez avec ces cartes de l'Antarctique et du Groenland, c'est l'évolution de l'épaisseur de la glace mesurée par satellite entre 2003 et 2019. Donc quand c'est rouge, ça veut dire que la glace a perdu de l'épaisseur. Quand c'est bleu, elle en a gagné un tout petit peu, ça peut monter à environ un demi-mètre. Et là, on voit bien, je vous parlais du glacier Thwaites et du glacier de Pine Island, les satellites nous montrent à quel point aujourd'hui, ces 2 glaciers sont en train de perdre de la masse de manière assez impressionnante. Un autre point scientifique que je souhaiterais souligner, c'est le fait que les océans polaires nous rendent un service monstrueux. Ce sont des pièges à énergie et des pièges à carbone. On va regarder d'abord cette première carte. Cette carte vous montre
avec un code en rouge, la quantité de carbone, de dioxyde de carbone en excès que l'on met dans l'atmosphère par nos activités humaines, qui est captée par les océans. Et vous voyez notamment toute cette partie de l'océan austral qui entoure le continent antarctique, en bas du graphique. On estime qu'environ 15% du gaz carbonique qu'on émet par les activités humaines est capté par cet océan. Donc il nous rend un service pour éviter que l'augmentation du gaz carbonique soit encore plus importante. Concernant l'énergie en excès, en fait, les océans sont des pièges à chaleur et on estime que ce même océan austral a capté environ 60% de l'énergie en excès que l'on a mis dans le système climatique depuis l'époque pré-industrielle, depuis 150 ans. Donc là encore, il nous rend un service extrêmement important. La question qu'on se pose, c'est pour combien de temps encore? Est-ce que ce service va être rendu encore pendant des décennies? Est-ce qu'on va le perdre? Est-ce qu'au contraire, il va s'accroître? Et là encore, ce sont des questions de recherche qui nécessitent des observations. Vous l'aurez compris, juste avec ces deux illustrations, on est dans une période où on a encore besoin de beaucoup de science. On a besoin d'observation dans ces milieux qui sont difficiles d'accès, et on a besoin de modélisation. On met la Terre en équation, à très fine échelle, et on y met toutes nos capacités de représenter les différents processus qui font fonctionner le climat terrestre par des équations. Et grâce à ces modèles, on va simuler différents scénarios du climat du futur. Je remets cette magnifique photo de Lionel Favre où on voit ce fameux Helikite, ce fameux ballon captif de l'EPFL qui a été développé par notre collègue Julia Schmalle. Et ici, la photo a été prise au Groenland. Ce ballon nous apporte énormément d'informations sur la structure de l'atmosphère et sur sa composition. Mais vous l'aurez compris, notamment par le film de Thanos, se rendre dans ces régions, c'est compliqué. Ce sont souvent des logistiques extrêmement lourdes, coûteuses et impactantes. Et donc, de plus en plus, les scientifiques se posent la question comment on peut documenter ces environnements en s'appuyant plutôt sur des robots. Et là, je l'illustre avec un robot qui a été développé aux États-Unis, qu'on appelle Sail Drone, qui fait quelques mètres de longueur, qui possède cette espèce de voile rigide pourvue de panneaux solaires qui lui donne l'autonomie énergétique pour fonctionner pendant des jours et des mois. Et ces fameux robots, là je vous donne une petite vidéo prise à bord, juste pour vous mettre en appétit avant la pause de midi. J'espère que personne n'a le mal de mer dans cette salle. Mais voilà, ça vous donne un peu une impression de ce que ce drone a pu faire pendant 196 jours de navigation autonome autour du continent antarctique. Vous avez à nouveau la carte de l'Antarctique ici, et vous voyez la trajectoire qu'a suivi ce drone, Sail Drone, autour du continent antarctique, sans pilotage humain, en toute autonomie. Et ce qui est fantastique, c'est que ce drone a pu mesurer les échanges de gaz carbonique entre l'eau de surface et l'atmosphère. Et c'est ce que vous avez sur cette carte. Quand la carte est en bleu, quand les points sont en bleu, ça veut dire que le gaz carbonique est pris de l'atmosphère pour être piégé dans la surface de l'eau. Quand les points sont en rouge, c'est l'inverse. L'océan est une source de gaz carbonique vers l'atmosphère. Et vous comprenez bien qu'on a besoin de ce type de mesures de plus en plus, avec une précision et un détail géographique extraordinaire. On ne va pas y aller avec d'énormes bateaux pour faire ces mesures mois après mois, année après année, c'est bien trop coûteux. Ce petit drone, il fait le travail pour nous. Je vous ai parlé de ces fameuses plateformes de glace flottante. Comment on va être capable d'aller voir ce qui se passe aujourd'hui entre ces plateformes de glace flottante et l'océan en dessous? La photo de gauche vous illustre de quoi on parle. On a une falaise de glace en surface qui fait plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Mais imaginez qu'en dessous du niveau des mers, on a plusieurs centaines de mètres d'épaisseur de glace qui sont en dessous du niveau de la mer. Et donc, aller mesurer ce qui se passe, c'est extrêmement compliqué. On a besoin, idéalement, de sous-marins autonomes qui sont équipés de différents capteurs et qui vont être capables de nous décrire cet environnement. Mais l'objectif, c'est quand même que ces drones, on puisse les récupérer. Et là, comme vous le voyez avec cette illustration de cet article paru dans un journal en 2024, les Suédois avaient développé un de ces drones extraordinaires pour aller voir ce qui se passe. Ils l'ont perdu. Ce sont des environnements que l'on connaît moins bien que la face cachée de la Lune, en fait. C'est ça qu'il faut s'imaginer. Donc y envoyer un robot, c'est très compliqué. Mais on a peut-être une solution. Et la solution qui est, quelque part, fournie par la nature. Vous avez ici ce magnifique phoque de Weddell, qui est une espèce que l'on trouve en Antarctique, sur lequel, en fait, on a collé sur la tête un petit capteur qui ne l'impacte pas, il peut se reproduire, il peut se nourrir de la même façon que ses congénères. Et ce capteur,
il va avoir un énorme intérêt, c'est qu'il nous permet non seulement de suivre l'espèce, comprendre sa stratégie de vie, quand est-ce qu'elle va décider de chasser, quand est-ce qu'elle va plutôt être en mode dormance, quand est-ce qu'elle va échapper à un prédateur, mais surtout, elle permet de documenter un environnement marin qui est extrêmement difficile à documenter, dont ce qui se passe sous ces fameuses plateformes de glace flottantes, parce que ces phoques, parfois, s'y rendent. Certains d'entre eux plongent jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Et comme ce sont des mammifères, ils ont besoin de respirer, donc toutes les 30 minutes, ils vont remonter en surface pour respirer 2 à 3 minutes, et ils vont replonger pour chasser ou pour échapper à un prédateur. Et à chaque fois qu'ils vont remonter et descendre, ils font un profil de la masse d'eau qu'ils traversent. Et donc, avec ces capteurs, on peut mesurer ce qu'il y a dans cette masse d'eau. Cette carte vous illustre là où on en était il y a quelques années avec ce genre de capteurs et ce type d'animaux, avec des éléphants de mer, etc. On est arrivé à plus d'un demi-million de profils dans les océans, à la fois arctiques et antarctiques, en utilisant un peu plus de 1000 capteurs collés sur la tête de ces animaux. Alors, je vous rassure, l'animal ne le porte pas à vie. Il se trouve qu'il mue. Ces animaux muent une fois par an. Et donc, quand ils muent, ils se débarrassent de leur peau et ils se débarrassent du capteur qui est sur la tête. Et comme on sait les endroits où ils vont muer, parce qu'il y a des endroits très spécifiques pour ça, on peut aller récupérer le capteur, on le retrouve par GPS, et on a toutes les données à l'intérieur. Donc ces capteurs, voilà une illustration, c'est un petit boîtier qui fait 500-600 grammes, dans lequel on a des capteurs qui permettent de mesurer la température, la salinité, la quantité d'oxygène qui est dissous dans l'eau. On a parfois un accéléromètre qui permet justement d'observer le comportement de l'animal, quand est-ce qu'il va accélérer, quand il va fuir une proie, etc., un prédateur, etc. Et finalement, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut faire des capteurs bien plus intelligents? Et là, je pense qu'à l'EPFL, on a des capacités énormes de faire en sorte qu'effectivement, on fasse que ces capteurs nous apportent beaucoup plus d'informations que ce qu'ils font aujourd'hui. C'est même des défis au niveau de l'énergie. Là, on a une pile au lithium. Est-ce qu'on peut mettre un autre système qui permet de capter l'énergie dans son environnement pour faire en sorte que la durée de vie du capteur soit potentiellement plus longue? Est-ce qu'on peut mettre d'autres types de capteurs qui vont nous donner beaucoup plus d'informations? Pendant les 2 minutes où l'animal est en surface, est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il transmette beaucoup plus de données par satellite? Et que si on perd le capteur, on a encore les données. Tout ça, ce sont des enjeux d'ingénierie dans lesquels je pense que des écoles d'ingénieurs comme le PFL peuvent apporter un vrai plus. Et évidemment, aucun impact carbone, puisqu'on s'appuie sur du vivant pour aller dans ces environnements-là. Alors l'objectif, ce n'est pas non plus d'en arriver là. Hein. On ne va pas transformer ces animaux en bêtes de foire, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un petit peu plus d'informations, tout en respectant l'animal dans son environnement. Je terminerai cette présentation juste pour vous donner un peu une perspective de la Suisse dans tout ça. La Suisse est extrêmement forte en sciences polaires. Il faut le dire, pour un petit pays, ça vient de la culture probablement du 3e pôle, comme on l'appelle, ou le pôle vertical. On a la montagne, on a les glaciers, on a la neige, et il y a cette culture suisse de s'intéresser à ces milieux extrêmes, qui se transposent de la même façon au pôle. Et il se trouve que la Suisse a un institut polaire, l'Institut polaire suisse, qui est une espèce de boîte à outils permettant aux scientifiques suisses de se rendre dans ces régions-là, mais également de travailler aux hautes altitudes. C'est une particularité de cet institut en comparaison aux autres instituts polaires internationaux, c'est qu'il travaille également en montagne. Alors pour ceux qui ne savent pas où est cet institut, il est dans le campus associé de l'EPFL à Sion, en Valais, dans ce bâtiment que l'on appelle Alpôle. Et depuis 2021, cet institut a obtenu le statut d'infrastructure de recherche d'importance nationale. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un article 15 qui fait que la Confédération helvétique considère qu'il faut soutenir cette structure, tout canton confondu. Le financement vient de la Confédération, du canton du Valais, d'institutions de recherche fondatrices, dont le PFL, et puis également de la philanthropie, qui est un moyen de financement qui fonctionne plutôt bien en Suisse. Pour vous donner une idée, cet institut existe depuis 2016. Il a financé plus de 230 projets dans tous les domaines. Donc c'est vraiment une force de frappe quelque part suisse extrêmement importante. Par ailleurs, il se trouve que la Suisse n'a pas d'infrastructure de recherche en propre. Elle n'a pas de station en Antarctique, elle n'a pas de station en Arctique, elle n'a pas de brise-glace. Donc il faut mettre en place des accords bilatéraux de manière à ce que les scientifiques suisses puissent accéder à ces installations des autres pays. L'Institut polaire suisse ne fait pas que gérer des financements sur le terrain ou gérer des collaborations, mais également il a un travail de communication de la science envers le grand public, envers les jeunes notamment, qui est extrêmement important. C'est un des atouts de cet institut.
Petite carte de la Suisse pour vous illustrer qui en profite aujourd'hui de l'Institut polaire suisse. Évidemment l'EPFL, mais pas que. Vous voyez qu'on a l'ensemble des institutions du domaine des écoles polytechniques, avec l'EAVAG, l'EMPA, le TH à Zurich, le WSL, et puis on a les universités. On a l'université de Bâle, l'université de Berne, de Fribourg, de Genève, de Lausanne, de Neuchâtel, de Zurich. Toutes ces institutions profitent du savoir-faire de l'Institut polaire suisse pour les emmener sur le terrain. Quelques illustrations pour vous montrer le type de travail qui est fait grâce au soutien de l'Institut polaire suisse, y compris du travail artistique. Thanos mentionnait ce lien qui existe entre l'art et la science, et je pense que l'Institut polaire suisse l'a bien intégré. Vous voyez en haut à droite l'enregistrement de sons produits par la glace. Et on peut créer une espèce d'œuvre artistique, d'œuvre sonore, grâce à ces sons d'origine naturelle. Et puis en bas à droite, une action extrêmement importante qui est mise en place par l'Institut polaire suisse en lien avec le Canada et la France. Cette année, une expédition va être conduite sur l'ouest du Groenland et en mer de Baffin avec le brise-glace canadien Amundsen. Et mon équipe aura la chance d'être à bord pour conduire un travail à la fois dans les fjords du Groenland et puis dans les zones où la glace de mer se reforme. On n'est jamais allé dans ces zones-là pour observer ce qui se passe au moment de la reformation de la glace de mer. Je terminerai cette présentation par un petit clin d'œil quand même sur... Je disais que la Suisse n'avait pas de station de recherche, n'avait pas de brise-glace, mais elle a un voilier qui s'appelle le Forel, qui est un voilier à capacité polaire, c'est-à-dire que sa structure aluminium permet de résister à la glace. Il fait 28 mètres de longueur, il n'est pas très très grand, mais c'est comme je l'écris ici, une plateforme qui est agile, qui est durable, qui est un peu à l'image de la Suisse, pour conduire la recherche en milieu côtier, qui est un milieu difficile d'accès, où le voilier nous permet justement d'aller dans des zones à faible profondeur d'eau. Il a seulement 2 mètres de tirant d'eau, donc on peut même aller littéralement l'échouer sur une plage, c'est tout à fait possible techniquement. Et puis, on garde cet esprit suisse, c'est-à-dire cette capacité d'innovation, cette capacité de mettre en place des nouvelles approches technologiques. Et grâce à ce navire, on a mis en place différents outils pour documenter l'environnement atmosphérique et l'environnement océanique d'une façon originale. Ici, j'ai mon collègue Lucas Paoli, au milieu, qui est un professeur à l'EPFL, qui travaille sur l'ADN et l'ARN en milieu océanique. Et il a profité d'un autre professeur de l'EPFL qui développe des drones multimodaux, comme vous voyez en haut à gauche. C'est un drone qui va quitter la plateforme Forel, qui va se poser dans des endroits très difficiles d'accès, comme juste à côté d'un iceberg, et puis qui ensuite va se poser sur l'eau, va dérouler avec son treuil un instrument qui va permettre d'échantillonner ce qu'il faut pour que Lucas Paoli à bord puisse mesurer, ce qu'il a à mesurer. Donc on a vraiment une approche qui est à la Suisse, je dirais, agile, durable, et puis développement technologique. Voilà, je terminerai avec cette conclusion. Je pense que vous aurez compris que les pôles sont sans dessus-dessous. Je l'ai illustré juste avec la question du niveau des mers, du piégeage de carbone et du piégeage d'énergie. Ils attirent aujourd'hui toute l'attention des scientifiques, de plus en plus celle du grand public, et je pense que c'est important parce que nos enfants et nos petits-enfants nous en remercieront si on répond à certaines des questions qui sont posées là-bas. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jérôme. Vous pouvez sans autre... Vous avez droit à une petite pause maintenant après cette conférence. Vous pouvez sans autre rejoindre les sièges pendant que je présente notre prochaine invité. Un invité qui a commencé sa carrière à Athènes, où il est né, où il a fondé le tout premier groupe d'étudiants pour la défense de l'environnement. Cette passion, il en a fait son métier en devenant ingénieur et l'un des plus grands spécialistes du LiDAR. Vous avez vu ces lasers verts tout à l'heure dans la vidéo. Une technologie dont on va très certainement parler avec lui et qui lui a permis de développer des systèmes laser pour surveiller la qualité de l'air, comprendre le fonctionnement des aérosols et même travailler sur des lasers destinés à l'espace. Après la Grèce, la Suède ou encore Paris, il collabore depuis plus de 15 ans avec le LAPI, le laboratoire des processus atmosphériques et leur impact ici à l'EPFL, où il observe aujourd'hui les bioaérosols et leur rôle dans la formation des nuages. Un tonnerre d'applaudissements pour Alexandros Papagiannis.
Bienvenue à tous les deux. Alexandros, vous pouvez vous saisir de ce micro. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je pense qu'il fonctionne. Essayez-le voir. Il fonctionne. Magnifique. Et maintenant, ça va être à vous de travailler un petit peu dans le public et de poser toutes les questions qui vous sont venues en tête pendant le film, pendant la présentation. Vous avez 2 micros ici dans chacun des couloirs que vous pouvez rejoindre et faire la queue derrière si vous avez une question à poser à nos invités. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, aucun souci, on peut aussi vous faire parvenir un micro si jamais. Donc n'hésitez pas. Moi, je vais déjà lancer une première question pendant que des fois les gens sont un peu timides, ça prend un peu du temps, c'est normal, mais pas de souci. Je vais commencer moi avec une question pour vous, Alexandros. On a parlé justement de cette technologie, hein, LiDAR. LiDAR en français. LiDAR. Concrètement, est-ce que, on l'a vu, hein, cette image de laser vert, c'est assez impressionnant. Comment ça fonctionne, cette technologie LiDAR, et quelles informations précieuses elle nous fournit? Bonjour à vous tous. Alors, la question est très bien posée. Alors, la réponse, c'est qu'on a l'interaction entre la lumière laser, qui est très forte en lumière, avec les particules et les molécules dans l'atmosphère. C'est-à-dire on peut avoir un profil vertical du sol jusqu'à 120 ou même 140 ou même 150 kilomètres d'altitude. Alors là, on peut avoir une tomographie en fait de l'atmosphère en point de vue des molécules qui se trouvent là, les particules, de la forme, de la composition chimique, et aussi les météorites qui arrivent sur l'atmosphère terrestre. Dans l'atmosphère terrestre, on peut même les échantillonner et voir ce qu'ils contiennent, ces poussières-là. Et on disait tout à l'heure justement que ces aérosols arctiques en particulier, qui nous donnent toutes ces informations dont vous venez de nous parler, sont très précieux. Est-ce qu'il y a justement des endroits sur la Terre où on voit des choses différentes? Ils nous donnent des informations très différentes. Voilà, c'est surtout dans le pôle sud où on a commencé des mesures, ça fait déjà 40 ans. Alors là, on voit le rôle que ces particules-là font sur le climat local. Aussi, on a aussi une importante information sur le trou d'ozone a été mesuré là-bas, en fait, pour la première fois dans les années 80. Alors là, c'était par laser qu'on a eu l'information où se trouve et comment se comporte l'ozone pendant les différentes saisons. À partir des années 80 jusqu'à maintenant. Là, c'est une information en temps réel qu'on a. C'est très important. Et ça, c'est grâce à, à l'époque, c'était le service d'agronomie du CNRS en France qu'on a commencé ces mesures-là pour la première fois. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un ose s'avancer jusqu'au micro ou c'est moi qui continue? Ah, ça y est, voilà, parfait, merci beaucoup. Moi, j'ai plein de questions, hein, je peux y aller, mais je monopolise le micro après. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, je voulais vous remercier pour la présentation que vous avez faite juste avant. Et vous avez mentionné un moment sur les circulations océaniques et sur le fait que les énormes quantités d'eau douce qui sont présentes dans les glaces et avec le réchauffement climatique, cette quantité d'eau douce va fondre. Et j'aimerais avoir plus d'informations sur l'impact que ça va avoir, notamment je pense à l'AMOC, que ça va avoir sur cette décharge d'eau douce dans les océans. Merci pour votre question. Donc l'AMOC, c'est ce qu'on appelle la circulation méridionale dans l'océan Atlantique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des eaux relativement chaudes et salées qui se forment dans les tropiques, qui vont être emmenées par les courants marins jusqu'à typiquement la mer de Norvège, le nord vraiment de l'océan Atlantique. Et là, elles vont perdre leur chaleur, mais elles deviennent de plus en plus denses et elles vont s'enfoncer par simplement gradient de densité. Et ça, c'est un peu le moteur de la circulation océanique à grande échelle. Il se trouve que aujourd'hui, c'est un mécanisme qui fait que le climat de l'Europe de l'Ouest, le climat de la Scandinavie, du Royaume-Uni, est relativement tempéré quand on le compare aux mêmes latitudes de l'autre côté de l'océan Atlantique. Et on sait que par le fait que le Groenland aujourd'hui perd de la masse de glace, il libère de l'eau douce dans l'océan Atlantique Nord, et cette eau douce va au contraire stratifier, va empêcher cette formation des eaux profondes. Et c'est quelque chose sur lequel les modèles climatiques, pour l'instant, ont d'énormes barres d'erreur. Certains disent que c'est pour les prochaines décennies, ce ralentissement de la formation des eaux profondes. D'autres disent qu'on a encore plusieurs siècles à attendre.
Mais la conséquence, ce serait que dans un réchauffement climatique qui est global, on aura localement des effets de refroidissement, parce qu'on n'a plus cette source de chaleur due à l'Atlantique Nord. Et ça affectera surtout la Scandinavie, le Royaume-Uni, l'Europe de l'Ouest, et on s'attend surtout à ce que ça affecte les saisons hivernales, pas les saisons estivales. Donc aujourd'hui, ça fait partie de ces sujets sur lesquels on a encore une fois besoin d'observation, parce que c'est immense, ce sont des régions absolument immenses. On a beaucoup d'informations par satellite sur ce qui se passe en surface, mais ce qui se passe en profondeur, on n'a pas grand-chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse. Et vous nous avez parlé du fait qu'on n'est pas encore capable de prédire exactement comment ce niveau des mers va augmenter ces prochaines années, mais j'imagine qu'on le monitore. Est-ce qu'on est dans une sorte de fonte régulière? Est-ce que sur ces dernières années, ça s'est accéléré? Est-ce que ça a un petit peu ralenti? À quoi elle ressemble cette courbe? On a effectivement des mesures du niveau des mers qui sont produites à différents endroits du globe. On a tout simplement des marégraphes qui vont mesurer très précisément la hauteur du niveau des mers. Et en fait, on a une courbe qui monte régulièrement. Et là, on est plutôt à une tendance à l'accélération. Elle n'est pas énorme, mais les mesures les plus récentes montrent une accélération. Alors, on a probablement un effet qui est à peu près régulier, celui que je mentionnais tout à l'heure, qui est l'expansion des océans. De l'eau plus chaude occupe plus de volume, donc tout simplement dans un bassin qui est le bassin océanique global, l'eau va monter parce que l'eau est plus chaude. L'autre contribution, c'est la fonte des glaciers de montagne qui contribue assez fortement avec le Groenland. Et là, aujourd'hui, on a l'Antarctique qui de plus en plus contribue. Donc on sait que dans les décennies qui viennent, c'est cette contribution antarctique qui va devenir, je dirais, vraiment croissante. Donc on n'a pas de signe de ralentissement, je dirais au contraire. Et aujourd'hui, les trajectoires, elles vont vraiment dépendre en partie de ce qui va se passer entre ces fameuses plateformes de glace flottantes et puis l'océan. Merci beaucoup. Une prochaine question, oui, bonjour. Là-bas, l'autre côté. Ah, je vous en prie, allez-y, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Ma question portait sur les expériences qui ont été faites au niveau de l'effet du ressac sur les molécules, etc. Et je voulais connaître un petit peu les limites de l'expérience qui se fait finalement dans un milieu assez contrôlé et finalement assez petit. Et dans quelle mesure ça pouvait être comparé ou complémenté par des mesures in situ. Et quels sont les éléments que vous pouvez faire varier, parce que le rayonnement solaire, la température, etc., j'imagine, ont aussi, je sais pas, le vent, des actions. Donc, quelles sont les différentes variables que vous arrivez à reproduire dans cette expérience et voilà, quelles sont les limites des résultats que vous pouvez en trouver. Merci beaucoup pour la question. Alors là, la réponse commence par dire que d'abord, on observe l'acidification des processus, surtout sur les particules qu'on échantillonne, parce que là, on commence par les chambres à tester, mais en fait, l'idée, c'est de mettre dedans des particules, des bioparticules, comme on dit, les bioaérosols, parce que là, même du plastique, des microplastiques aussi, qui se trouvent malheureusement dans l'atmosphère, qui acte comme un noyau de formation de nuages. Alors là, c'est très intéressant de voir ça sur le site aussi, parce qu'on a tous les moyens, tous l'instrumentation pour tester tout ça en temps réel. Alors on compare les mesures qu'on obtient sur le champ avec les mesures dans le laboratoire, et là on améliore nos modèles climatiques. D'abord, on a déjà amélioré les processus qui mènent à la production de la formation de nuages, leur temps de vie, comment se comportent. Et après, on essaye d'améliorer nos modèles climatiques pour prévoir ce qu'on va avoir comme changement climatique dans le monde entier. Parce que là, en menant des expériences en pôle Nord, en Europe aussi, dans le climat comme on dit, au Méditerranéen, et là, comme on a vu dans ce film, parce que là, quand on se trouve à une altitude de 2300 mètres, là, on commence à simuler les conditions atmosphériques et météorologiques qu'on trouve aussi en Suisse. Alors là, en faisant des mesures en Grèce, on peut prévoir, c'est ce qu'on peut avoir dans la région de Suisse dans quelques décennies.
Alors là, c'est très important pour avoir des modèles améliorés pour pouvoir prévoir et comment et décider, prendre des mesures politiques là pour atténuer le problème du réchauffement climatique. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Une autre ici, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation et puis globalement pour cet événement aujourd'hui. J'ai une question concernant les sail drones. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus pourquoi est-ce qu'on voyait d'un côté, c'était l'Antarctique je crois, l'échange plutôt vers les océans, de l'autre côté plutôt vers l'atmosphère. Quelles sont les conditions, les paramètres qui expliquent cette différence? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces échanges de gaz carbonique entre l'eau et l'atmosphère peuvent varier. Le premier, c'est par exemple ce qui va se passer dans l'eau même. Il y a de la vie. Cette vie repose en partie sur de la photosynthèse qui va capter le CO2 et va faire en sorte qu'on va transférer du CO2 de l'atmosphère vers les eaux profondes. J'ai mentionné eau profonde, il y a la question de la circulation de l'océan lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on a des formations d'eau profonde, d'autres endroits où l'eau aura plutôt tendance à se stratifier, et donc ça va réduire cette capacité à piéger. Et puis on peut avoir le phénomène inverse, effectivement, avec des remontées d'eau qui, pour le coup, vont dégazer vers l'atmosphère. Donc c'est une structure qui est vraiment très complexe, sur laquelle on a justement besoin de ce type d'observation pour derrière voir quel est le processus qui va être dominant. Derrière, il y a même des questions d'ingénierie. Vous avez probablement entendu parler de la géo-ingénierie. On en entend beaucoup parler avec l'idée de créer des éruptions volcaniques artificielles, quelque part, en envoyant du dioxyde de soufre dans la haute atmosphère, qui va servir de parasol, en quelque sorte, pour réfléchir à une partie de l'énergie solaire. On peut débattre beaucoup de ce genre d'idées, mais une des idées, c'est de faire en sorte que dans l'océan austral, on amène des fertilisants, notamment du fer, qui permettent d'activer cette production biologique et que le transfert de CO2 se fasse de l'atmosphère vers l'océan. Donc c'est quelque chose qui est déjà dans les tuyaux depuis, je dirais, bien 30 ans. Les scientifiques ont travaillé sur différentes expériences là-dessus, y compris des expériences naturelles. Par exemple, l'Institut polaire français travaille à Kerguelen, l'île de Kerguelen, qui est à 49 degrés de latitude sud dans l'océan Indien. Et il se trouve que cette île est très très riche en fer. Donc quand on compare la productivité biologique côté ouest et côté est, on a d'un côté un côté qui est un peu appauvri en fer et de l'autre côté qui est enrichi en fer naturellement par les roches volcaniques. Et donc on a pu quantifier justement ce phénomène de cette façon-là. Mais il y a des gens qui ont des idées littéralement de prendre des carcasses de ferraille pour les broyer et puis les mettre dans l'océan austral et produire cet effet accru. Donc tout ce type d'observation avec le sail drone, ça nous permet de voir dans quelle mesure ce type de phénomène est vraiment important, dans quelle région ça compte. Et puis c'est un tour sur 196 jours, il en faut bien sûr beaucoup plus d'autres, parce qu'il y a de la variabilité en plus d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre, etc. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. On arrive bientôt au terme de notre session questions-réponses déjà, mais vous l'avez dit dans votre présentation, Jérôme, et puis on l'a vu dans les vidéos, on a besoin aujourd'hui de ces observations pour pouvoir ralentir le réchauffement climatique. Et pour forcément pouvoir faire ces observations, il faut des fonds. Est-ce qu'aujourd'hui, vos thématiques de recherche sont des thématiques qui obtiennent facilement des fonds pour la recherche, ou est-ce que c'est un grand combat aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il n'y a pas une réponse univoque là-dessus. Thanos et Alexandros pourront en parler. L'Europe, notamment, joue un rôle énorme de soutien à la recherche. L'Europe de la recherche est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et dans ce sens-là, je pense que c'est important qu'effectivement la Suisse se soit à nouveau jointe à cette force de frappe, parce qu'un pays tout seul a beaucoup de mal à faire avancer ces sujets-là. On voit bien que c'est extrêmement complexe de se rendre dans ces régions, de conduire des expériences compliquées avec des équipements qui sont chers. Donc on a besoin de cette forme de mutualisation de la recherche. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des pays, on exclura un dont vous savez duquel je parle, se préoccupent très très sérieusement du problème climatique. Et donc je ne dirais pas que la recherche aujourd'hui est en péril, mais en même temps, quand on voit les sujets dont on parle et quand on voit les sommes qui sont mises en marche, je pense qu'il y a un vrai problème. Le niveau des mers, encore une fois, c'est 1 milliard d'individus qui sont concernés. Et quand on voit les efforts qui sont mis pour typiquement aller voir ce qui se passe sous ces plateformes de gaz flottantes, où on parle aujourd'hui de quelques dizaines de millions de francs, maximum quelques centaines de millions de francs si on prend en compte les mesures satellites, il y a un vrai problème d'échelle.
on est en train de gérer d'un problème qui concerne l'ensemble de l'humanité. Et on y met en face quelque chose qui n'est pas à la hauteur. Donc, ça dépend vraiment de la façon dont on regarde le sujet, je pense. Alexandros, ça fait écho chez vous? Je suis tout à fait d'accord avec ce que Jérôme vient de dire. En plus, je reviens au problème du trou d'ozone, par exemple. À l'époque, toute la planète était là pour faire le nécessaire, pour prendre des mesures pour diminuer le processus en fait, qui produisait le problème du trou d'ozone. Mais là, cette force, disons, ne se produit plus. Alors, c'est très tragique de voir que maintenant l'humanité, en fait, donne de l'argent pour faire de la recherche sur d'autres domaines, mais pas sur l'environnement. Ça, il faut là-dessus travailler beaucoup, je pense, un peu plus, parce que c'est très essentiel, parce que là, quand je viens de dire qu'un milliard de gens seront dans un problème dans quelques décennies, mais pas seulement ça. On a beaucoup plus de problèmes climatiques. Le réchauffement qui touche de la planète touche toute la zone méditerranéenne, en fait. Alors là, on a des gens qui vont partir, qui vont laisser leur pays pour trouver un climat plus convenable pour eux. Alors favorable à l'agriculture, comme on disait tout à l'heure, etc. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Jérôme Chapelaz, Alexandros Papagiannis, on peut les applaudir très fort. Merci. Et je vous rappelle que si vous avez aussi des questions sur ce qu'on a vu dans les vidéos, Alexandros et le professeur Nénès seront aussi encore là tout à l'heure. Oui, allez-y, on aime toujours ça. Les conférences continuent ici même à 13h30. On ira à la rencontre d'une approche IA innovante pour la conservation des récifs de coraux de la mer Rouge. Revenez nous voir et très belle journée à vous. Merci beaucoup.